Allez au Saint-Étienne, allez rien que pour toi. Santé, allez, 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 allez les Verts. Allez au Saint-Étienne, allez rien que pour toi. Santé, allez, allez, allez. Oh pour Saint-Étienne, mon cœur fait pop, 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 pop. Vert et l'ADN, allez, 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 oh. Oh pour Saint-Étienne, mon cœur fait pop, 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 pop. Vers l'ADN, allez, 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 oh. Oh pour Saint-Étienne, mon cœur fait pop, 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 pop. Vers l'ADN, allez, 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 oh. Oh pour Saint-Étienne, mon cœur fait pop, 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 pop. Vers l'ADN, allez, 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 oh. Active Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 187e numéro du Saint-Étienne Night Club. C'est la trêve internationale, l'heure pour moi de faire ma rentrée alors que notre AS Saint-Étienne est positionné en première place du championnat de Ligue 2. 2 victoires, 2 nuls, un mercato ambitieux, une affluence au rendez-vous. Les voyants sont au vert. Mais alors que nous sommes à la première pause, à la première place du classement, on se retrouve pour faire un premier bilan. Bilan du mercato, bilan des idées de jeu sur ces premiers matchs, bilan des surprises, positives comme négatives, de ce championnat. Et tout ça en présence d'un invité de marque. Pas de suspense, vous le voyez dans le titre de l'émission, il s'agit de Laurent Batles. Bonsoir Laurent, comment vas-tu ? Bonsoir à tous, ça va très bien, merci. Bienvenue, bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir et d'avoir accepté de revenir malgré les soucis techniques qu'on a pu rencontrer la dernière fois. Pour nous accompagner ce soir, Antoine Chira, vous connaissez, journaliste à 11 Mondial et chroniqueur récurrent du Saint-Étienne Night Club, est avec nous. Bonsoir Antoine. Bonsoir tout le monde, comment ça va ? Moi ça va super, super, super. Et enfin, celui qui nous régale avec les vidéos d'avant-match sur la chaîne Peuple Vert, Colin, est avec nous pour remonter vos commentaires dans le chat, que vous soyez sur Twitch ou sur YouTube. Bonsoir Colin. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ouais, très hâte de commencer cette émission et puis hâte de vous lire surtout. Alors n'hésitez pas à faire des retours sur le chat Twitch et le chat YouTube, je vous lirai avec grand plaisir. Alors on va se lancer dans le débrief de ce début de saison de Ligue 2, mais avant toute chose, prenons quand même quelques minutes privilégiées avec notre invité. Alors on n'est plus censé te présenter Laurent, mais pour les deux du fond qui dorment ou qui sont nés en 2024 et qui suivent donc l'émission depuis le berceau, tu as donc été joueur chez nous entre 2010 et 2012, tu as même terminé ta vie de joueur pro chez nous après une carrière Tour de France, et tu auras même entraîné l'équipe première de Saint-Étienne entre le 3 juin 2022 et le 6 décembre 2023. Et finalement, je crois que les problèmes techniques de la dernière fois étaient presque bienvenus, puisque c'est le moment parfait pour te recevoir, puisque le prochain match opposera Clermont à notre ASS, tes deux derniers clubs en tant qu'entraîneur. Alors déjà, avant toute chose, est-ce que tu as passé un bon été ? Est-ce que le terrain, est-ce que le banc te manque ? Est-ce que tu suis à fond le début de saison ? Ou est-ce que justement, le fait de ne pas avoir de banc sur ce début de saison, t'en profites pour couper un peu avec le foot, pas trop regarder les matchs, les résultats ? Ou est-ce que tu suis assidûment ? Non, je crois que après Clermont, il a fallu couper un petit peu. Il est vrai que c'est pas facile de se retrouver sans club et sans banc. Par la suite, après, on laisse un petit peu faire les vacances à tout le monde. Et puis quand le championnat reprend, bien sûr, quand on est passionné, on se remet à regarder les matchs de façon malgré tout assez assidue. Et le championnat de Ligue 2, c'est un championnat que je connais très bien. Alors, il est vrai que j'aurais préféré que la Saint-Étienne soit en Ligue 1, mais les voir en Ligue 2, ça me permet aussi de suivre beaucoup d'autres équipes et des équipes contre qui j'avais joué, et notamment aussi pas mal d'entraîneurs que je connais très bien dans ce championnat. Donc, non, je suis relativement avec de façon assidue le championnat aujourd'hui, à la fois de Ligue 2 et de Ligue 1, mais il est vrai qu'un peu plus la Ligue 2. Ah ouais, tiens, petite curiosité. Du coup, tu fais partie des gens qui suivent plus la Ligue 2 que la Ligue 1 avec la composition des championnats. Oui, déjà parce que je suis la Saint-Étienne, bien sûr. Clermont est mon ancien club. Troyes aussi, mon ancien club. Donc, je regarde quand même les résultats avec beaucoup de bienveillance, mais beaucoup d'envie aussi. Et puis la Ligue 1, oui, tu la suis, mais la Ligue 1 aujourd'hui, le temps que tout se finalise, je pense que le championnat de Ligue 2 est
c'est quand même un championnat de plus en plus relevé avec des équipes Mm. malgré tout très intéressantes. Et la Ligue 1, bon, il y a quand même deux championnats plus ou moins, donc oui, c'est intéressant. Mais si je dois retrouver aujourd'hui, en toute honnêteté, un club, je me vois plus retrouver un club de Ligue 2 que de Ligue 1. Ouais. Bah, il y a deux championnats, tu dis, en Ligue 1. On va débriefer un petit peu aussi de est-ce que ça va être le cas en Ligue 2 avec le mercato XXL de Saint-Etienne par rapport aux autres équipes de Ligue 2. Et sur ton rapport à Saint-Etienne, donc comme je disais, tu as été joueur, tu as été entraîneur. Ça, c'était côté professionnel, mais tu as aussi été entraîneur adjoint de Galtier notamment, de la réserve. Enfin, bref, tu as un rapport quand même assez privilégié avec le club. Est-ce que tu as toujours des contacts? Est-ce que il y a toujours des gens du club que tu côtoies? Est-ce que de l'intérieur, là, avec le changement de direction, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, tu côtoies encore des gens au club? Vous dire que je côtoie des gens du club, ça serait pas une vérité. Maintenant, c'est vrai que quand je rencontre bah, certaines personnes avec qui à la fois j'ai joué, à la fois avec qui j'ai travaillé, oui, il y a toujours certaines personnes, notamment au centre de formation, qui travaillent au club, notamment aussi après chez les pros. Bon, vous savez bien que avec Loïc, il y a j'ai malgré tout une relation particulière puisqu'on a joué ensemble et après il a été avec moi directeur sportif. Maintenant, de là à dire qu'avec la nouvelle direction, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, de là à Mm. dire qu'aujourd'hui, je vois encore énormément de monde, non, c'est pas vrai. Maintenant, je suis bien sûr ce qui se passe au club. Et quand je vois aujourd'hui ce qui se passe, eh ben, c'est quelque chose de très bien. Mais il est vrai aussi qu'il y a beaucoup de changements. Donc, et à la fois, c'est normal. Ouais. Ok, super. Et ben écoutez, je crois qu'on va passer directement à l'analyse un petit peu de ce début de saison. Antoine, je vais me tourner vers toi. C'est la première émission qu'on fait ensemble cette saison. À cette première trêve internationale, on a joué 4 matchs, 2 victoires, 2 nuls, 2 points par match, 9 buts, dont 7 sur les 2 premiers matchs et 4 buts encaissés. Qu'est-ce que tu retiens de ces 4 premiers matchs? Quel bilan tu fais de cette première partie de saison? Eh ben, déjà, ça change de ce qu'on a pu vivre cette dernière saison du côté de l'AS Saint-Etienne, où les débuts étaient souvent très compliqués. Cette saison, il y a eu du bon très rapidement avec ce match contre Laval, où certes, il y a eu des errements défensifs avec très vite, on a compris qu'offensivement, ça allait faire beaucoup de différence cette saison. Il y a eu ce second match face à Rodez, qui était un match plein, vraiment 90 minutes très très dense. Ça faisait des années, je pense, qu'on n'avait pas vu l'équipe de l'ASS maîtriser son sujet comme ça sur 90 minutes. Elle a su aussi réagir dans l'adversité à Boulogne, qui était un match compliqué, Mm. face à une équipe très bien regroupée qui a l'habitude de jouer ces matchs-là à domicile. L'année dernière, Boulogne, malgré tout, a fait des bonnes performances à domicile, enfin, a fait des très bonnes performances à domicile. Et ce match face à Grenoble, où il y a des choses à redire, mais voilà. Dans l'ensemble, ça reste positif. Il y a beaucoup de joueurs qui ont changé cet été, donc mine de rien, le coach a dû apprendre à mettre en place une nouvelle équipe, mettre en place une nouvelle idée de jeu qui se poursuivait par rapport à ce qu'on a vécu en Ligue 1, mais qui, mine de rien, l'année dernière, on était en difficulté face à des équipes supérieures à nous dans le jeu. Là, cette année, avec des équipes qui, peut-être sur le papier, sont un peu inférieures, ça nous permet de développer un jeu différent. Et tout ça amène quand même, au bout de 4 journées, du positif sur le terrain et du positif dans les résultats. La SS est première de Ligue 2 au bout de 4 journées. Voilà, ça change de ce qu'on a pu voir Mm. au moment de la descente en Ligue 2 où ça a été très compliqué. Et je parle pas de la montée en Ligue 1, comment ça s'est passé quand le club est remonté. Ok. Mais justement, tu dis que il y a pas mal de choses qui ont changé. Bon, en termes de résultats, évidemment, on sort d'une saison de relégable et on entre plutôt du bon pied dans cette nouvelle saison. Et tu parlais de l'identité de jeu qui avait évolué un petit peu. Toi, Laurent, je sais pas si tu as suivi, si tu as eu l'opportunité de suivre un petit peu Saint-Etienne en Ligue 1 l'an passé. Est-ce que tu trouves que dans les idées de jeu, Eric Orneland, il s'est un petit peu adapté, ou est-ce que les joueurs qu'il a à disposition cette saison font une différence dans son identité et dans sa philosophie de jeu? Euh, Tout d'abord, après, vous dire aussi comment ça s'est passé. J'entends ce qui a été dit, notamment aussi sur les débuts de saison. Il est vrai que les débuts de saison sont pas évidents. Moi, quand j'ai pris un début de saison après la descente, notamment avec moins de 3 points au classement et 4 Ouais. matchs à huis clos, avec 17 départs qu'il fallait assumer, bah, c'était pas non plus évident. L'année d'après, on recommence en changeant une équipe, mais sans vraiment avoir de moyens.
Donc, il est vrai que là, je pense que pour te répondre à ta question, le coach Orneland est arrivé. Il avait un projet de jeu qui était pour moi à la hauteur de ce que moi je faisais un petit peu à Troyes et notamment à Saint-Etienne sur la première année quand j'avais un système de pressing assez haut. Je crois qu'en Ligue 1, c'est presque impossible à faire et je l'ai vécu avec Troyes aussi. Là, cette année, avec les moyens qu'il a, notamment offensifs, et dans la pression qu'il met sur le porteur de balle, c'est plus facile parce que la Ligue 2 est physique. Elle est peut-être, bien sûr, un petit peu moins technique que la Ligue 1. Et donc, quand vous allez presser, il y a peut-être plus d'erreurs qui Ouais. peut y avoir en Ligue 1 où on peut sortir plus facilement du pressing, notamment sur certaines équipes. Donc, je pense qu'il s'est à la fois, je ne suis pas sûr qu'il se soit adapté malgré tout au championnat, mais je pense que justement, il valorise ce qu'il voulait faire quand il est arrivé de Norvège. Et cette année, ça lui permet de peut-être pouvoir plus le faire que ce qu'il ne le ferait en Ligue 1. Ok. Et justement, vous avez tous les deux parlé un petit peu de le comment dire, du vestiaire qu'on a je trouve pas du tout le mot que je veux utiliser, d'un point de vue offensif. Là, on se retrouve un petit peu dans une situation un peu d'embouteillage devant, avec Dufus qui est là, avec Stassin qui est resté, avec Cardona. Tous ces joueurs-là peuvent jouer en pointe. Dylan Nguessan qui est en train petit à petit de revenir de blessure. Là, il a participé à toute la séance collective. Est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, ce genre de situation, tu trouves que c'est plutôt cool parce que tu as du choix, ou est-ce que au contraire c'est galère à gérer en termes de management parce que le poste de 9, il y a une place pour potentiellement 4 joueurs? En fait, c'est le choix des riches. Mm. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a la capacité aussi de pouvoir faire tourner certains joueurs et peut-être de les positionner différemment, ou alors peut-être par moment de changer de système, même si je pense que le coach il n'a pas trop envie de changer de système et qu'il est toujours dans un système en 4-3-3, et sûrement il le restera. Maintenant, dans une saison, il y a toujours des blessures, des suspensions. Il va y avoir la Coupe de France qui va arriver. Il y a beaucoup de sélectionnés aussi. Je crois que le club a des ambitions, et pour avoir des ambitions, il faut avoir du monde. Et plus on a de monde, plus on peut avoir une stabilité, une légitimité sur les résultats. Donc, moi, je pense pas que ça soit dérangeant à partir du moment où les choses sont établies, où les choses sont dites, et vous avez pas vraiment non plus, à part peut-être certains joueurs qui sont internationaux et qui ont vécu des choses, mais il n'y a pas un ego surdimensionné sur les joueurs aujourd'hui, que même si je les connais pas vraiment, mais de Saint-Étienne. Ouais, et Antoine, tu parlais aussi du plan de jeu avec notamment la rencontre face à Boulogne où Boulogne s'est bien regroupé derrière. Je vois Cyrus aussi qui en parle dans le chat. Est-ce que tu penses que justement le fait d'être en Ligue 2 va permettre à Horneland de quand même avoir la possibilité de développer son plan de jeu malgré les blocs bas, ou est-ce qu'il va quand même falloir qu'il s'adapte au fait que les gens vont jouer en s'adaptant au jeu d'Eric Horneland? Quoi qu'il arrive, je pense que la majorité des matchs qu'on aura le droit de voir de la SS cette saison, ça va ressembler au match de Boulogne, des équipes avec des blocs bas assez denses, qui vont vraiment chercher à contrecarrer les plans offensifs d'Ordeland. La chance qu'il a, c'est qu'il a, comme on l'a dit, il y a beaucoup de joueurs, il y a des joueurs en profil différents. Un joueur comme Joshua Dufus, justement, qui est un joueur de profondeur, qui aime bien dévorer les espaces, c'est pas du tout le même type de joueur que Lucas Tassin. Même dans les profils des ailiers, des Cardona, Boakier, David Tachvili, c'est pas tout à fait les mêmes joueurs. Et mine de rien, pour ceux qui étaient là l'an dernier, on va poursuivre le projet de jeu qui avait été mis en place. Ça a été très compliqué, sauf que les individualités qui avaient du mal à se faire remarquer l'an dernier, je pense à David Tachvili qui a su faire la différence justement contre Boulogne. On l'a très peu vu réussir ce genre d'action l'an dernier en Ligue 1 parce que les niveaux étaient plus élevés. Mais sur des matchs, des équipes comme Boulogne, on sent qu'il est capable de faire ces différences-là et que du coup son talent qui est ce qu'il est, en Ligue 2 il est sûrement au-dessus des autres. Et ça va permettre aussi à Horneland de s'appuyer sur des exploits individuels dans des matchs compliqués. On a besoin d'une étincelle d'un joueur pour faire une différence. Il suffirait d'une étincelle, comme disait le poète.
Ok, bah écoute, super. Est-ce que la stabilité défensive, on va dire, un petit peu retrouvée aussi, bon, si on oublie un petit peu le 3-3, est quelque chose qui te fait plaisir aussi, Antoine? Stabilité défensive, j'ai pas non plus été si rassuré que ça pour l'instant sur l'arrière-garde stéphanoise. Certes, il y a eu qu'un seul but de prix face à Grenoble, mais on sent qu'il y a une espèce de petite fragilité qui se dégage. Ça va que la SS arrive à dominer pour l'instant ces matchs, mais face à Rodez, quand il y a 1-0, il y a quand même deux trois occasions chaudes, même avant l'ouverture du score, il y a une grosse occasion. L'Arsenal fait un ou deux beaux arrêts, il y a une barre ou un poteau, je sais plus. Contre Grenoble, on sentait que ce but il allait venir parce que derrière il y avait un peu plus de légèreté. Et moi, ça reste vraiment encore le point à améliorer sur ce début de saison-là, c'est trouver une formule défensive où juste que l'alchimie prenne en défense. Ça reste un petit peu fragile et on sent surtout que en fonction des profils qu'on a en face, s'il y a des joueurs avec plus de rapidité, notamment quand ça va passer du côté de Nadé, qui est peut-être un petit peu plus lent que Chico Lamba dans le jeu, voilà, il y a des automatismes à mettre en place, il y a toute une formule à trouver. Quel numéro 6 va vraiment aussi venir s'intégrer pour aider cette défense-là dans ces situations-là. Il y a un plan de jeu à mettre en place, il y a des recrues en défense. Et voilà, ça reste pour moi le point à travailler dans ce début de saison-là. Hmm. C'est vrai que toute la ligne défensive a quand même été bien retravaillée, donc comme tu dis, ouais, il y a des automatismes à trouver. Colin, est-ce que dans le chat, t'as des choses qui nous remontent? Eh ben écoute, jusque-là, on remarque surtout que les auditeurs, pardon, sont très contents de vous revoir, hein, Laurent. Ils sont beaucoup à vous saluer dans le chat. Et puis sinon, peut-être un petit point négatif de Sirius. Sur YouTube, t'en parlais aussi. Peut-être une petite crainte sur le fait qu'Orneland ne soit pas capable de changer son projet de jeu. Des petites craintes aussi avec l'effectif au milieu de terrain en cas de blessure. Avec par exemple le récent départ de Bouchouari, Patrice également qui partage ce point, qui dit que Moefek est souvent blessé, court et est très jeune. Bah, justement, Bouchouari, c'est un joueur qui est arrivé, si je ne m'abuse, quand tu étais entraîneur, Laurent. Oui. Le départ de Bouchouari, toi, c'était quelque chose que tu voyais comme un petit peu obligé à un an de la fin de son contrat, sans prolongation qui arrivait? Bouchoirie, c'était très particulier parce que quand on a été le chercher à Roda. Moi, je voulais beaucoup de valeur technique au milieu, mais c'était un jeune joueur. On n'avait pas vraiment les moyens non plus de faire autre chose à l'époque. Mais on savait que si Benji, et je lui avais toujours dit que s'il était beaucoup plus constant dans son jeu, le club ne pourrait pas le garder. Et aujourd'hui, il a quand même fait une saison en Ligue 1 très intéressante parce que il y a un peu moins peut-être d'impact qu'il y avait en Ligue 2. Il a été très intéressant au niveau de son jeu, pas au niveau de ses passes et de ses buts, et c'est ce que je pense lui manquait pour pouvoir passer un cap. Maintenant, il est vrai qu'avec la qualité technique qu'il a, c'est un joueur que l'on voit et c'est un joueur qui est bankable un petit peu, comme on dit. Donc, à partir du moment où il a été vu en Ligue 1, c'est vrai que il a été recruté dans un autre club pour des moyens beaucoup plus importants que ce que l'on avait acheté. Mais ça me paraissait assez logique malgré tout. Hmm. Et le fait que son départ n'ait pas été compensé, a priori, Saint-Etienne a décidé de ne pas se concentrer sur un joker, mais plutôt de faire confiance aux jeunes. El Jamali, on a vu Gadek Bekou aussi qui a réussi à gratter un petit peu de temps de jeu. Euh, Est-ce que pour Ouais, toi, mais c'est... après, ils ont quand même aussi Ben Aouar qui peut jouer au milieu, puisque de temps en temps, Paris FC, il y jouait. Hmm. Ils ont quand même aussi le cas avec quoi, là, on ne sait pas où on en est. Donc, il y a peut-être des choses qui vont arriver aussi et qui vont perdre. C'est peut-être pour ça aussi aujourd'hui qu'ils ne recrutent pas au milieu, parce que peut-être que le club sait des choses que malgré tout, nous, on ne sait pas. Hmm. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas persuadé qu'il manque énormément de monde parce qu'il y a des joueurs qui peuvent changer de poste et je pense qu'aussi en fonction de certains matchs, il est possible que notamment sur des blocs bas, on voit peut-être des joueurs différents, des joueurs de surface plus que des joueurs de profondeur. Ça appartient après à l'entraîneur, ça appartient après à ce qu'il veut mettre en place. Mais moi, j'ai eu la chance de jouer dans une équipe
avec 3 et aussi la première année avec Saint-Étienne où on avait énormément de possession. Mais il faut trouver des joueurs de surface. Il faut trouver des joueurs qui ont la capacité dans des petits espaces de faire des différences. Ce que j'avais avec Jean-Philippe Crasso, voire Kader Bamba, voire Ouadji, même si Ouadji était dans un autre Mm. profil. Mais malgré tout, c'était un joueur de surface, Ouadji. Il était puissant, mais c'est un joueur qui avait, dans le recrutement que l'on avait fait, c'était un joueur qui était tout le temps dans la surface, tout le temps devant le but. Et aujourd'hui, je pense que quand on joue contre des blocs bas, il faut avoir à la fois des joueurs de couloir qui font des différences, mais il faut aussi avoir de la présence devant le but pour pouvoir prétendre marquer et gagner des matchs. Ouais. On peut revenir un petit peu sur les recrues qui sont arrivées donc cette année. On va enlever Maxime Bernauer avec la levée de son option d'achat ou Pierre Ecoua ou ce genre de cas. Antoine, toi, tes premières impressions sur les recrues. Donc si on prend Chico Lamba, Ebenezer Hanan, Mahmoud Jaber, Joao Ferreira et Joshua Dufus. Quel top et quel flop enfin, alors flop, c'est un peu rapide, top aussi en réalité, mais qui t'a fait une bonne impression sur ces premiers matchs, en comptant les 4 premiers matchs de Ligue 2 et les matchs amicaux? Très clairement, le cas Mahmoud Jaber, on sent que c'est un joueur qui est d'une autre dimension que de la Ligue 2. Dès son premier match, il s'est très vite adapté. On sent un volume de jeu très très conséquent. On sent une intelligence de jeu très conséquente. On sent qu'il sait gérer les temps forts, qu'il sait gérer les temps faibles, il sait récupérer des ballons, il sait se projeter, il sait distribuer. C'est vraiment un joueur complet. Je pense qu'il y a très peu de joueurs qui peuvent avoir son niveau de jeu sur la Ligue 2. Le petit Hanan sur le côté gauche, j'ai trouvé très intéressant. Je pense que c'est un joueur qui est pour l'instant un petit peu dont Eric Orneland essaye de se servir avec parcimonie. On sent qu'il a de la dynamite dans les jambes, qu'il est capable de faire énormément de différence sur son côté gauche, mais j'ai un peu l'impression qu'il se rend compte qu'il ne va pas pouvoir l'exploiter à 100% pour l'instant, parce que défensivement, ça peut laisser peut-être un petit peu trop d'espace dans son dos. Donc pour l'instant, j'ai l'impression qu'il essaie de le cadrer pour le polir et s'en servir le plus possible après. Au contraire d'un joueur comme Ferreira qui, lui, a un petit peu plus de maturité dans son jeu. Quand il se projette, il a un petit peu plus de recul sur le fait de devoir revenir, le fait de devoir vraiment équilibrer le bloc équipe, etc. Et après, devant, on a eu Dufus, qui lui est typiquement un joueur un petit peu frisson. Hein. C'est un joueur qui pense qu'à la cage. Dès qu'il a le ballon, il se retourne, il cherche le but. C'est agréable de voir des joueurs comme ça, c'est de plus en plus rare. Des numéros 9 obsédés à ce point-là par la cage. C'est typiquement le genre de joueur qui peut en plus plaire à Geoffroy Guichard, qui n'hésite pas à jouer des coudes, qui n'hésite pas vraiment à se faire de la place dans les petits espaces. Voilà, c'est un recrutement qui est intéressant. Il y a beaucoup de belles promesses, beaucoup de choses à confirmer. Mais voilà, vraiment, si j'avais un joueur à retenir jusqu'à présent, ce serait vraiment Jaber au milieu de terrain. Ouais. Et c'est vrai que Dufus, tu parlais de son caractère. Premier match à Geoffroy Guichard, première occasion, il commence à haranguer la foule, tout ça. C'est vrai que on sent qu'il y a un lien avec le public qui peut se créer assez rapidement. Laurent, ouais, Mahmoud Jaber, toi aussi, c'est peut-être la recrue qui t'impressionne? Oui, c'est un joueur qui. C'est un joueur qui aujourd'hui allie à la fois une certaine intelligence de jeu, de placement, qui physiquement est capable de gagner beaucoup de duels et c'est ce qu'aujourd'hui, malgré tout, que ça soit en Ligue 1, en Ligue 1, en Ligue 2 ou en Ligue 1, il faut savoir faire. Mais je le trouve aussi intéressant dans l'utilisation du ballon et notamment aussi, je pense que c'est quelqu'un qui, quand l'équipe de Saint-Étienne va attaquer, est garant malgré tout d'une certaine sécurité défensive. Et ça, c'est toujours important d'avoir un joueur comme ça, ce que faisait quoi un peu l'année dernière. Voilà, c'est toujours important d'avoir un joueur à partir du moment où on attaque et qu'on a la possession de balle, notamment en Ligue 2, voire même en Ligue 1, mais en Ligue 1, c'est plus difficile à l'avoir. Mais en Ligue 2, je pense qu'aujourd'hui, on a vu qu'ils vont avoir la possession presque toute l'année. Et en fait, c'est au moment où tu attaques que tu es en danger. Et on le sait, tout le monde le sait. Après, il y a des joueurs où il faut mettre beaucoup de sécurité à partir du moment où on attaque. Et c'est dans ces moments-là et dans ces contres-là qu'il va falloir bien gérer en fait pour l'aspect défensif. Ouais, Mais après, moi, je trouve que Jabert, oui, est très intéressant. Après les autres, je pense qu'Anan, il me fait penser un peu à Nkunku. C'est quand même quelqu'un qui attaque énormément, mais qui défensivement, faut voir. Ferreira, je pense que ça a déjà un peu de vécu, donc c'est pas mal. Dufus, à voir aussi
dans l'aspect technique, je le connais pas vraiment, donc c'est difficile de juger aussi des joueurs au bout de 3-4 Oui, matchs. Oui, oui, ça reste tôt, hein. mais le premier, le plus intéressant, il est vrai qu'aujourd'hui, on voit que Jaber a une maturité que les autres peut-être n'ont pas. Mahmoud Jaber, moi, je sais pas vous, mais il a un petit côté, je trouve, dans le style de jeu à Fabien Lemoine. Il me rappelle un peu Fabien Lemoine à son époque, dans sa manière de prendre le Ouais, oui, ballon, de c'est se vrai. projeter. Même si Bafab jouait beaucoup plus bas, Mm. beaucoup plus haut, pardon, il était plus relayeur que jouer bas, mais c'est un peu ces joueurs-là qui ont la capacité à la fois de jouer de temps en temps plus haut parce qu'il essaye de se projeter par moment. Parce qu'il y a toujours quelqu'un, notamment comme Flo, ils sont un peu complémentaires avec Flo parce que Flo joue souvent en sentinelle et donc en fait quand il y en a un qui monte, l'autre reste. Après, Aymen a beaucoup plus de liberté, mais parce qu'Aymen est difficile par moment à jauger, parce que Aymen, il a beaucoup de volume, donc en fait, il fait un peu comme il l'entend, et des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Et on le voit, il est quand même décisif par moment, et il se projette beaucoup plus que les deux autres. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut arriver à trouver comme complémentarité. Colin, est-ce que dans le chat, les gens nous donnent un petit peu des avis sur les recrues? Eh ben écoute, au-delà de Jaber, apparemment, selon Serious, Ferrar fait une excellente impression. Il est très propre offensivement, même si défensivement il est à confirmer. En tout cas, il fait consensus puisque Milou confirme aussi cette idée. Il est très fort, il est calme avec la balle, très intéressant, pardon. Mais malgré tout, il y a quelques incertitudes avec l'autre latéral qui débarquait à l'ASS durant le mercato, à savoir Ebezener Hanan, qui est jugé très moyen, pas technique par Axel. Et justement, ce poste de latéral gauche, on voudrait l'avis de Laurent sur ce poste de latéral gauche. Est-ce qu'il manquerait pas un joueur à ce poste? Euh, il est vrai qu'ils ont mis Bernauer la dernière fois à gauche, mais je crois qu'ils avaient un jeune joueur derrière, Traoré, je crois, Traoré, je sais ouais. pas. Crois qu'il peut prétendre aussi jouer. Je pense qu'aujourd'hui, quand on a deux vraiment latéraux gauche comme ça, on peut jouer avec. Après, Bernauer est quand même quelqu'un qui peut avoir une grosse capacité et de polyvalence de jouer un peu partout. Est-ce que toute l'année, tu peux jouer avec Bernauer arrière gauche? Je ne suis pas persuadé. Je ne pense pas que ça soit le cas du coach et le vouloir du coach. Maintenant, c'est quelqu'un qui va cadenasser son couloir. Il n'est pas gaucher, il est vrai, Mm. mais dans les ressorties de balle, il est malgré tout intéressant. Après, est-ce qu'il manque quelqu'un ou pas? Je pense que à la fois le coach ou le club ont pris la décision d'avoir deux jeunes joueurs, plus après un joueur polyvalent. Maintenant, il va falloir voir sur la longueur de l'année. Ouais, moi je me fais Juste pour partie. revenir sur Ouais, vas-y. le cas. Le cap Bernauer qui a été aligné, je crois qu'il disait qu'il avait joué une seule fois latéral gauche dans toute sa carrière auparavant. Il fait quand même un match, tout ce qu'il y a de plus solide, hein, très intelligent. C'est un joueur qui a 27 ans, il a beaucoup de matchs derrière lui. Et en fait, dépanner latéral gauche, il sait faire. Et même le fait qu'il soit sur son mauvais pied, on l'a vu beaucoup rentrer et faire des centres justement plongeants qui ont mis un peu en difficulté la défense grenobloise. Donc voilà, c'est vraiment c'est une option. Je pense pas qu'elle sera utilisée régulièrement, mais si jamais c'est utilisé, c'est une option qui est viable. On l'a vu face à Grenoble, je trouve. Ouais. Oui, il rentrait pas mal à l'intérieur. C'est vrai qu'il y avait un truc intéressant peut-être à développer. Après, c'est vrai que moi, je fais partie des gens qui auraient bien aimé voir Petro rester une année de plus. Mais je crois qu'on n'est pas très nombreux à le penser, malheureusement. Et un truc qui me surprend un petit peu, c'est que on a bien parlé de chacune des recrues, mais assez peu de Chico Lamba, qui est certes un joueur qui est peut-être on le remarque un peu moins sur un terrain parce que bon bah c'est un défenseur central qui est pas forcément très impressionnant balle au pied, mais je trouve que il affiche une sérénité et un calme et une maturité alors que c'est un jeune joueur et une solidité défensive que je trouve quand même très très prometteuse. C'est ça t'a plu aussi ces premiers matchs, Laurent, ou pas? Oui, alors, en toute honnêteté, ces premiers matchs m'ont plu, mais il faut savoir aussi, malgré tout, que les équipes que l'on a jouées n'ont pas des attaquants non plus, à part peut-être Grenoble qui avait un attaquant un peu plus athlétique, un peu plus solide. Mais après, il va falloir voir aussi quand il va
se confronter notamment à Mendy, notamment à d'autres joueurs. En fait, aujourd'hui, avoir la possession de balle, obligatoirement, tu vois moins les joueurs dans l'aspect défensif et notamment dans les duels. Donc, l'adversité des équipes adverses nous montreront si c'est un joueur qui anticipe bien les choses, c'est un joueur qui défend bien, si c'est un joueur qui est. Voilà, c'est difficile aujourd'hui de le juger, tout en sachant il joue pas acculé sur son but. Maintenant, moi, je le trouve à la fois très intéressant et très intelligent dans son jeu, mais il faudra voir contre des équipes peut-être un peu plus solides avec des joueurs un peu plus costauds. Bon, on a parlé des nouveaux, il est temps de parler des plus anciens. Donc, si on a bien fait nos comptes, tu me dis, Laurent, si je me trompe, Larsonneur, Nadé, Masson, Apia, Moefek, Batubinsika, Tardieu. Et normalement, si je me trompe pas, c'est tous les joueurs qui étaient, que tu as entraînés au moins un peu à Saint-Étienne. Quel regard un petit peu tu portes sur leur évolution? Par exemple, si on prend Florian Tardieu, moi je trouve que c'est un cas assez intéressant parce que c'est un joueur qui a par moment été titulaire indiscutable comme il l'est actuellement, où il a vraiment trouvé sa place dans le milieu de terrain. Par moment, il était vraiment un peu plus relégué au banc. Est-ce que c'est un joueur que tu vois monter en puissance, toi, sur cette saison? Moi, je crois que tout simplement, et Flo, ça a été quelque chose à faire. Enfin, j'ai une relation très, très, très particulière avec Flo, par rapport à ce que j'avais vécu à Troyes avec lui, mais parce que je connais bien sa famille, enfin, ça a été très, très, très particulier. Il est vrai que il est venu aussi à Saint-Étienne parce que je lui ai demandé de venir, parce que j'avais besoin d'un joueur comme lui au milieu de terrain. Il a été décrié aussi pour ça, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. J'ai beaucoup entendu parler de ça, notamment aussi dans certaines émissions de votre côté ou d'autres émissions, comme quoi je faisais un recrutement en fonction de certains clubs où j'avais joué, mais comme font beaucoup d'entraîneurs malgré tout. Et Flo, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, je pense, est un très bon joueur de Ligue 2. Je pense que la Ligue 1 aujourd'hui, c'est difficile, à la fois pour lui comme pour d'autres. Malgré tout, aujourd'hui, il a une capacité en Ligue 2 de faire à la fois des différences par la passe, à la fois dans son intelligence de jeu, à la fois aussi dans les compensations qu'il fait avec les autres. Et puis moi, je pense que c'est un leader de vestiaire et Ouais. qu'aujourd'hui, ils ont besoin de cette expérience-là pour pouvoir prétendre monter en fin d'année. C'est aussi des relais au niveau de l'entraîneur. Moi, il a été un grand soutien et un grand relais avec d'autres joueurs à Troyes et même à Saint-Étienne quand j'y étais. Et c'est des joueurs importants qui peuvent à la fois monter en puissance, mais c'est des joueurs sur qui vous pouvez compter surtout, parce que moi je sais que Flo a joué longtemps avec des blessures, longtemps dans la difficulté, et pour autant c'est quelqu'un qui lâche jamais rien, et je pense que c'est un peu les valeurs aujourd'hui qu'ont le club. Mm. Par rapport aux joueurs là que j'ai cités, donc Larsonneur, Nadé, Masson, Apia, Moefek, Binsika, pardon, il y en a deux qui font clairement plus partie du projet, qui auraient pu partir à ce mercato s'ils avaient eu une porte ouverte. Antoine, si on prend les cas de Ivan Masson et de Dylan Batubinsika, est-ce que pour toi c'est enterré et définitif, ils joueront pas cette saison avec le maillot vert, ou est-ce qu'il y a une petite chance de les revoir dans l'effectif? On sait que Batubinsika, il y a eu ce problème avec un supporter qui a été assez marquant pour lui, et que il y a eu une cassure à ce moment-là. Masson, il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu son départ, son retour, il y a eu beaucoup une histoire d'amour-haine avec Saint-Étienne. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'ils sont clairement hors du projet pour toi? Déjà, c'est deux joueurs, je trouve, qui ont le niveau de la Ligue 2. C'est des joueurs qui peuvent prétendre à une place de titulaire en Ligue 2, peut-être pas forcément dans une équipe qui est censée être une locomotive comme la SS, mais c'est des joueurs qui ont tout à fait leur place dans un effectif de Ligue 2 assez correct. Pour Evan Masson, ça me paraît peut-être un peu trop compliqué. Il y a eu trop de pépins physiques, il y a eu trop un corps qui ne suit pas, du coup des performances trop irrégulières, et parfois on a un peu l'impression que
le football, c'est pas le premier de ses soucis. Il est pas, même dans un match, il peut avoir des sautes de concentration. Il n'est pas assez régulier dans tout ça. Par contre, pour ce qui est du cas de Bato Binsika, je me dis qu'il peut y avoir une porte ouverte. Eric Horneland, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très cartésien, et si à un moment il se rend compte que derrière il a des besoins, imaginons que Nadé ou Bernauer se blessent, qu'on vienne un petit peu à manquer de monde en défense, ça me surprendrait pas qu'il le rappelle, parce qu'il a prouvé qu'il pouvait tenir aussi cette équipe. L'année où on remonte, il fait ça, quand il jouait avec Nadé, où il y a plutôt un bon duo qui se fait, on sentait que c'était un joueur qui était capable de faire des bonnes performances. Et je me dis qu'on pourrait le revoir cette saison. À Masson, ça va être compliqué, comme tu as dit, il y a eu cette histoire de départ. S'il a pas pu être transféré, c'est quand même à cause aussi de ses problèmes physiques. C'est quand même un gros risque de le relancer à chaque fois. Mais Batou Binsika, pourquoi pas le revoir dans le courant de l'année. La saison, elle va être longue, il va avoir beaucoup de surprises. Et c'est un joueur qui peut avoir qui a montré qu'il avait du caractère aussi. Même si des fois, je revois ce but la dernière face à Toulouse, il va le marquer, mais il est toujours un petit peu à vouloir répondre aux supporters à ce moment-là. C'est pas le meilleur moment pour le faire, mais ça veut dire que c'est un joueur qui a du caractère. Ouais. Et parmi les joueurs que j'ai cités, il y avait aussi Nadé et Mouefek, donc deux joueurs, on le sait, du centre de formation qui ont vraiment l'AS Saint-Etienne dans les tripes, hein, on peut le dire, qui ont été formés au club, qui sont attachés au club. Laurent, quel regard tu portes sur leur évolution depuis ton départ? Mouefek qui peut-être se blesse un petit peu moins qu'à l'époque, Nadé qui a su trouver une place de titulaire d'abord avec Dalloglio, puis qu'il l'a conservé une partie de la saison avec Eric Horneland. Quel regard un petit peu tu portes sur leur évolution, et est-ce que c'est important pour un coach d'avoir des joueurs qui ont comme ça le club dans le cœur, ou est-ce que finalement en 2025 c'est plus quelque chose d'indispensable dans une équipe? Non, je pense qu'aujourd'hui, que ça soit Mika ou Aymen, ils ont une évolution professionnelle. Moi, c'est vrai que je les ai connus au centre de formation. C'était deux joueurs qui étaient notamment énormément blessés, notamment Aymen, et notamment l'année où j'ai pris le club en Ligue 2, il a fallu qu'on ait un protocole particulier avec Aymen pour essayer de le faire revenir tranquillement et pas forcer les choses, parce qu'il ne pouvait pas assumer à un certain moment euh, la durée des matchs, et notamment aussi les entraînements à haute intensité. Donc, on savait qu'il avait la capacité à le faire, mais on savait aussi que quand il le faisait, ça tenait pas trop. Donc, non, Aymen et Mika sont des joueurs très importants pour moi, oui, aujourd'hui, parce qu'ils ont voilà, ils connaissent le club, ils ont tout vécu dans ce club. Aymen n'est pas parti, mais Mika est parti pendant une année à QRM. Ça lui a fait énormément de bien pour voir qu'après, à côté, c'était complètement différent. Ils ont quand même aujourd'hui tous les deux une ferveur au niveau de. Ah, allô, allô. Pardon, ouais, ça avait coupé. Ouais, ça a coupé une seconde. Je Et te donc, laisse. non, ils ont une ferveur au niveau du club, et parce qu'ils ont une identité. Et il est vrai qu'aujourd'hui, ça, il faut essayer de le garder, même si, comme tu disais, il est vrai qu'il y a peu de clubs où, en fait, il reste encore beaucoup de joueurs qui ont connu la formation et qui après, arrivent à réussir en pro. Mais voilà, il faut être vigilant. Je pense autant pour l'un que pour l'autre, il faut être vigilant, parce que Mika se blesse beaucoup moins. Alors, je touche du bois pour lui. Aymen, il est souvent à la rupture, mais parce que c'est son jeu qui est comme ça, c'est sa Ouais. façon d'être. Et on ne pourra pas l'empêcher. Et on ne pourra pas non plus obligatoirement enfin, le changer. C'est un joueur qu'on ne peut pas vraiment changer à ce niveau-là. Mais moi, aujourd'hui, il est vrai que les avoir tous les deux, même si, attention, hein, et avec Mika, j'ai pas été tendre, parce qu'il y avait des moments où voilà, où il devait hausser son niveau. Il a su le faire, il a aussi le mental pour le faire. Maintenant, voilà, il y a des choses, que je garderai pour moi, mais que peut-être il a changé. Ok. Laurent, moi j'avais une petite question par rapport à Aymen. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu frustré d'avoir un joueur avec de telles capacités, qui vraiment, c'est un peu le profil box-to-box, il va récupérer, il remonte des ballons, un peu chien fou, mais justement un petit peu trop chien fou,
Sans parler même de ses problèmes physiques, hein, mis à part ses problèmes physiques, est-ce qu'on n'est pas un peu frustré d'avoir un joueur avec de telle qualité, avec un tel volume de jeu, avec une telle envie de bien faire, mais on a encore un peu du mal à le polir. Toi, tu as essayé de le faire, d'autres coachs ont essayé de le faire. Il a du mal à gommer certains défauts encore actuellement, alors qu'il a 24 ans, il me semble, maintenant. Il a encore beaucoup de temps devant lui, mais voilà, il a déjà plusieurs années de football professionnel derrière lui. Oui, mais le problème, je suis d'accord avec toi, sauf qu'il faut voir aussi le temps de jeu et le nombre de matchs qu'il a fait. Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'Aymen, il lui faut acquérir une certaine forme d'expérience et il faut qu'il comprenne certaines choses et au fur et à mesure et plus il jouera, plus il apprendra et il est vrai qu'il a eu des saisons creuses, Aymen, donc voire même très creuses. Donc à un certain moment, il faut aussi lui laisser malgré tout un peu de temps. Tout le monde essaye malgré tout de le polir. Tout le monde essaye, oui, de lui faire comprendre que par moment, et voilà, il faut rester peut-être un petit peu plus en place, un peu plus gérer ses matchs. Mais il est difficile parce qu'il a une envie, il a toujours envie d'être, de bien faire, il a toujours envie d'être là, il a toujours envie de donner le meilleur de soi-même. Donc, à la fois c'est bien, et à la fois par moment, il faut qu'il acquérisse un petit peu cette expérience qui lui fait défaut, parce que même chez les jeunes, il jouait pas beaucoup. Donc, aujourd'hui, il lui faut peut-être un peu plus de temps que les autres pour pouvoir avoir un peu plus de maturité dans le jeu et d'expérience. Mais on peut pas lui enlever aujourd'hui ce qu'il fait et les différences qu'il fait dans le jeu. Colin, est-ce qu'il y a des questions aussi qui sont chez nos auditeurs? Bah écoute, pour revenir un petit peu sur Florian Tardieu, hein, c'est un titulaire indiscutable là maintenant pour Axel sur YouTube, puis pour Milou aussi, qui a l'air très important, au même type que l'Arseneur dans le vestiaire. On s'interroge aussi un petit peu sur pourquoi est-ce que Aymen n'a pas reçu de sollicitations cet été, et puis sur le fait que Horneland ne change pas son niveau de jeu. Mais globalement, c'est beaucoup de satisfaction par rapport à Tardieu et puis sur le rôle aussi donc de l'Arseneur dans les vestiaires. Et justement, bah, l'Arseneur, c'est le dernier joueur de la liste qui était déjà présent sous tes ordres. Ça fait partie des joueurs qui ont été beaucoup critiqués l'an dernier, on va pas se mentir. Il a essuyé beaucoup de critiques après la descente. Beaucoup de supporters ont réclamé un départ. Aujourd'hui, on voit que pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Est-ce que on peut parler de joueurs Ligue 1 et demi? Est-ce que ça fait partie de ce genre de joueur qui est une valeur sûre de la Ligue 2 et peut-être un peu faible pour la Ligue 1, ou est-ce qu'en fait ça se joue pas à ça, la fébrilité défensive de l'an dernier? Difficile pour moi de pouvoir juger la fébrilité défensive de l'an dernier. De là à tout remettre sur Gauthier, Oui, c'est un peu facile, moi je c'est un trouve. peu facile, parce que bon, de toute façon, quand on prend des buts, on dit toujours c'est le gardien. Mm. Mais quand vous faites des analyses, la plupart du temps, voilà, il faut relativiser certaines choses. Parce que par moment, il y a des associations de joueurs derrière qui font que vous prenez des buts. Des fois, il y en a d'autres, vous n'en prenez pas. Moi, je l'ai vécu. Vous savez, on analyse beaucoup de choses pour essayer justement de comprendre pourquoi. Quand vous faites jouer une même défense, vous prenez pas de but, et pourquoi quand vous rentrez un ou deux joueurs dans cette défense, ou voire même un gardien, vous prenez des buts. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire comme analyse par moment. Il est vrai que des fois on peut faire, des fois on peut pas faire. Maintenant, de tout remettre sur Gauthier, Mm. c'est un peu difficile pour lui, c'est un peu dur pour lui. Après, de là à dire, est-ce que c'est un joueur aujourd'hui, un très bon joueur de Ligue 2 et un joueur moyen de Ligue 1? Ça serait trop prétentieux de ma part de pouvoir le juger comme ça. La seule chose que je sais, c'est que en Ligue 2, il a fait monter Brest, il a fait monter Saint-Étienne. Il est un joueur important de Ligue 2 et il est tout le temps nommé dans les meilleurs gardiens. Après, en Ligue 1, c'est toujours pareil, hein, quand vous jouez aujourd'hui à Paris avec des mecs où il y a une action dans le match, ou voire deux, et que vous gagnez vos matchs. Vous Ouais. incriminez pas un gardien. Maintenant, même si encore le gardien de Paris a été incriminé cette année pour d'autres raisons. Mais
à lui aussi de prouver, à lui de monter son niveau peut-être si jamais ça remonte. Mais je sais que en tant que personne dans le vestiaire et en tant que joueur que moi j'ai eu la chance d'avoir, c'est un gardien qui fait des grosses différences, notamment dans ce championnat. Je vois Pascal dans le chat qui demande l'Arseneur capitaine, n'est-ce pas un problème? Et je pense que par là, il veut ton avis sur le côté gardien capitaine, plus que l'Arseneur capitaine. Moi, je sais que c'est pas quelque chose qui me plaît énormément parce que c'est difficile des fois de faire passer certains Ouais, messages à une équipe quand on est capitaine et qu'on est très loin des autres. Maintenant, aujourd'hui, à qui donner le brassard aussi, ouais, euh, c'est c'est pas non plus évident parce que il faut trouver un joueur qui ait la capacité aujourd'hui d'être rassembleur à la fois sur le terrain, à la fois en dehors du terrain, malgré tout aussi un exemple. Puis il y a un âge aussi pour être capitaine ou pas, parce que par moment, il y a des capitaines qui peuvent être des capitaines assez jeunes. J'ai eu la chance de pouvoir le vivre. Mais aujourd'hui, à qui donner le brassard? Donc, oui. hum, Pourquoi pas le changer ou pas? Je sais même pas. Moi, aujourd'hui, si le coach il a décidé de le mettre, c'est qu'il a ses ouais. raisons et il faut les respecter. Il y a, il y a des propositions, je vois dans le chat, Colin. Ah, Bah écoute, on propose, pardon, exactement même un Tardieu, capitaine. Pourquoi pas aussi? Est-ce qu'il pourrait endosser ce rôle-là, Florent Tardieu? Oui, je pense que oui. Flo, moi, il était avec moi aussi, capitaine de temps en temps, notamment à 3. Après, Flo, il a besoin aussi de se concentrer. Parce qu'en en fait, être capitaine, c'est une chose. Mais après, il faut se concentrer aussi sur son jeu. Et il faut avoir la capacité de pouvoir à la fois essayer d'aider les autres, mais aussi pouvoir rester dans son match. Donc voilà, il y a une exemplarité à avoir. Je pense qu'il peut l'avoir. C'est quelqu'un qui a la capacité de pouvoir le faire. Il a aussi cette expérience-là. Maintenant, encore une fois, comme je le dis, il faut respecter les choix du coach Horneland qui fait comme il doit le faire et qui a les raisons aussi. Parce que vous savez pas, on ne sait pas aujourd'hui ce qui se passe aussi dans le vestiaire. Il y a des entraîneurs et qui donne la possibilité aux joueurs de choisir leur capitaine et de voter pour des capitaines. Donc à un certain moment, c'est aussi peut-être eux qui décident. Dans certains clubs, c'est ce qui se fait. ouais. Je vois On a que... vu notamment, Ouais, on a vu que l'Arsenal parlait anglais dans le vestiaire. Mine de rien, il y a de plus en plus de nationalités dans le vestiaire de la SS. L'Arsenal, sur des débuts de match, les avant-matchs, il fait des discours en anglais, en français dans le vestiaire. Et ça a pu jouer peut-être aussi dans la nomination du Capitana. tout à fait. Peut-être, ouais, c'est peut-être vrai. Je vois des gens qui proposent Mouefek aussi, Bernauer qui aurait la possibilité de prendre le brassard. Mais tout cela est un petit peu secondaire. Il nous reste une grosse dizaine de minutes. J'aimerais bien qu'on se concentre maintenant un petit peu sur le championnat de Ligue 2, un peu plus dans son ensemble. Je vous affiche le classement donc avec Saint-Etienne tout en haut, que c'est agréable, à égalité de points avec Pau et Nancy, mais on est devant à la différence de but. Derrière, il y a le Red Star, Reims et 3 qui sont à 7 points. Et donc, ça va jusqu'à Reims pour l'instant et 3, du coup, qui sont même différence de but, même nombre de points pour les places de barragistes. C'est un peu tôt pour en parler, je le sais. Et derrière, on a en embuscade, du coup, Clermont, Amiens, Montpellier, qui sont pas très loin pour l'instant. Sur nos 5 prochains matchs, hop, je vous affiche maintenant le calendrier. Donc, on va à Clermont ce samedi. 3 jours plus tard, on reçoit Reims. 3 jours plus tard, on se déplace à Amiens. Et puis ensuite, Guingamp à la maison et Montpellier à Montpellier. Quel objectif de points sur ces 5 matchs? Sur les 15 points possibles à prendre, combien est-ce que vous nous voyez en capacité de prendre de points? Et quel serait l'objectif pour Orneland et ses hommes, Antoine? On doit viser 15 sur 15 évidemment, hein. Quoi qu'il arrive, on va dire que l'objectif c'est de prendre 15 points, mais ça va être un peu compliqué. J'imagine au moins 3 victoires. Je pense que les matchs à domicile, notamment contre Reims et Guingamp, c'est des rencontres que la SS, avec
un chaudron qui est plein maintenant, quasiment qui sera plein, je pense, quasiment tous les week-ends cette saison. Le club, les Verts doivent être en capacité de remporter ces matchs. Et sur les trois autres matchs à l'extérieur, j'ai l'impression qu'à Clermont et Amiens, c'est une grande possibilité de pouvoir ramener la victoire. À Montpellier, c'est toujours des rencontres compliquées, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Ça va être un match un petit peu à part. Donc voilà, je vois vraiment deux victoires à domicile, deux à l'extérieur potentiellement, et un match plus compliqué à Montpellier. Donc 6-12, 12 ou 13, disons 12 points. C'est vrai que le début de saison, tu le disais, hein, Laurent, tout à l'heure, on n'a pas affronté forcément les meilleures équipes du championnat avec pas forcément les meilleures attaques du championnat. Là, ça y est, on rentre un petit peu dans le dur de la Ligue 2 avec notamment Reims et Montpellier qui sont descendus en même temps que nous. C'est un calendrier qui est costaud là, selon toi, sur les rencontres qui arrivent? Oui, je pense que moi, aujourd'hui, ça va être un tournant pour moi ce mois-ci. C'est un tournant, je pense, dans le championnat parce qu'on va arriver donc à 9 matchs. Donc, voilà, vous arrivez presque au tiers du championnat. Et c'est des équipes qui sont formatées à la Ligue 2, que ça soit Clermont, que ça soit Amiens, que ça soit bien. Bon, Montpellier, non, mais voilà, ils ont quand même une équipe assez costaud. Guingamp à domicile, pas facile à jouer. Donc oui, ils vont avoir un mois malgré tout, je pense, plus ou moins décisif. Et peut-être déjà par rapport à certaines équipes qui aujourd'hui peuvent prétendre être barragistes. Alors bien sûr, on est peut-être un peu tôt, mais malgré tout, essayer de prendre des points, notamment contre Reims aussi, contre des équipes qui peuvent jouer, je pense, les premières places de ce championnat, et notamment les mettre déjà derrière avec 3 points de moins. Je pense que ce mois, en jouant Clermont, Reims, Amiens, Montpellier et Guingamp, à la sortie de ce Mm. mois-ci, on en saura un petit peu plus sur la Saint-Étienne. On a tendance à dire qu'il faut une moyenne à peu près de 2 points par saison pour être sûr de monter. Tiens, et tu disais, tu parlais un petit peu potentiellement des principaux concurrents de la S Saint-Etienne pour la montée. Si tu devais faire un top 3 de fin de saison, là, en se mouillant un peu, ce serait qui tes favoris? Euh, il y a toujours une surprise. Alors aujourd'hui, Nancy et Pau, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont se situer. Après, je pense qu'il y a certaines équipes qui n'ont pas lancé encore leur championnat. Je pense que, de toute façon, Reims, Montpellier, Guingamp, en allant battre Bastia, et c'est bien relancé. Je pense que voilà, il y a aujourd'hui, il y a des équipes il y a Dunkerque qui a quand même battu 3. Je pense que 3 sera pas très loin non plus parce qu'ils ont un effectif qui est quand même très intéressant. Voilà, je pense qu'il y a 6-7 équipes où ça va se jouer, même si moi je vois de toute façon Saint-Étienne largement au-dessus de tout le Mm. monde. Donc, et puis ça serait totalement logique au vu du recrutement qu'ils ont fait. De toute façon, aujourd'hui, euh, quand vous voulez vraiment monter, nous, quand on a été champion avec 3, on a fini avec 77 points. Donc, voilà, Ouais. vous avez 7, on a perdu 7 matchs dans l'année. Au vu de ce que je vois aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis que le mois qui arrive va être important. Je ne suis pas persuadé que Saint-Étienne, au vu de ce qu'ils montrent et la solidité qu'ils ont, voire les attaquants qu'ils ont, ils perdent autant de matchs. Donc voilà, je suis assez optimiste, mais je ne suis pas inquiet vraiment pour Saint-Étienne. C'est vrai que tu parlais du recrutement, vous l'avez tous déjà beaucoup entendu cette statistique-là, mais c'est vrai que j'aime bien la rappeler parce qu'on n'a pas l'habitude avec Saint-Etienne. Sur les 28 millions d'euros qui ont été dépensés par l'intégralité de la Ligue 2, il y en a 25 millions qui viennent de notre club, donc c'est vrai que voilà. Il faut savoir que c'était pas mon cas quand j'étais entraîneur, hein. Oui, c'est sûr que quand t'es arrivé, le mercato a pas été le même, ça c'est certain. Ouais, Euh, c'était pour rigoler. Mon cher Antoine, Oui, est-ce que tu as reçu le programme envoyé par Karl? j'ai reçu le programme envoyé par Karl, oui. Est-ce que je te pose la question que Karl a mis dans le programme? Alors, il faut que je la retrouve, la Non, question, non, c'est... t'inquiète, mais juste,
Voilà, avec sa formation de journaliste, c'est les phrases choc, tu le connais. Tout autre classement final que la première place serait-il une faute professionnelle pour la SSE, Antoine Chira? Je sais pas si ça serait une faute professionnelle, mais en tout cas, ça serait quand même un petit accident industriel au Ouais. regard des dépenses effectuées par la SS. Quand on voit ce que le PSG a dépensé chaque année depuis l'arrivée du Qatar, les fois où le PSG n'a pas été champion, ça a été des vrais accidents industriels. Il y a eu le titre de Monaco avec la génération, toute l'équipe portée par Mbappé, qui là, ça a été vraiment une année à part dans la Ligue 1. Je mets de côté l'année de Montpellier, qui est la première année du Qatar, et la deuxième fois, le Lille de Christophe Galtier. C'était après le Covid, il y avait des matchs qui se jouaient sur des terrains neutres, enfin sur des terrains sans supporters, etc. Sinon, le PSG a été intraitable en Ligue 1. C'est un petit peu près les mêmes rapports de force par rapport à l'ASS en Ligue 2. Donc oui, si l'ASS ne remporte pas le championnat de Ligue 2, en plus en ayant prouvé dès le début de saison qu'elle était capable de faire des gros résultats, marquer beaucoup de buts, en prendre pas beaucoup, ça paraîtrait vraiment surprenant de ne pas voir l'ASS aller au moins terminer dans les deux premiers, si ce n'est être champion de France, Ouais. en sachant qu'il risque d'avoir en plus peut-être des investissements à l'hiver pour peaufiner certains postes. Si jamais ça se passe bien à la mi-saison, c'est aussi une manière de pouvoir préparer la saison prochaine aussi. Donc oui, ça serait vraiment surprenant de ne pas voir la SS terminer dans le top 2 et la logique voudrait que la SS termine première. On est d'accord, c'est le terme faute professionnelle, moi, qui me fait marrer. C'est toujours des grandes expressions. Euh, vous le savez, hein, il n'y a qu'un derby en France et c'est Saint-Étienne-Lyon. Donc les gens qui parlent de derby pour Saint-Étienne-Grenoble ou pour Saint-Étienne-Clermont, ça vaut ce que ça vaut. Mais parlons plutôt du Batles-Sico entre Clermont et Saint-Étienne. Donc ça, c'est la semaine prochaine, enfin en tout cas en fin de semaine. On aimerait bien avoir un petit peu ton avis, ta vision du coup sur Clermont que tu as quitté il n'y a pas si longtemps, mine de rien. Là, son début de saison à Clermont, c'est plutôt un bon début de saison, une victoire 3 nuls, donc invaincu sur le début de saison, 3 buts encaissés, 4 buts marqués. Est-ce que pour toi c'est une équipe dont il faut se méfier particulièrement ou pas? En toute honnêteté, je pense que c'est une équipe qui a gardé, certains joueurs, notamment aussi de leur descente en Ligue 1, puisqu'il y a des joueurs qui étaient en Ligue 1 que moi je n'avais pas l'année dernière, notamment dans l'aspect défensif, qu'ils ont gardé. Ils ont recruté aussi un joueur derrière assez athlétique. Sur le match que j'ai vu, notamment à Laval, ils sont passés dans une défense à 5 en mettant 3 défenseurs centraux et des joueurs de côté, des pistons de côté assez offensifs. Je les vois bien réitérer contre Saint-Etienne, notamment ce système-là, parce que si Coffrier ou Pelmar sont là, ils peuvent aussi jouer dans ce système-là. C'est une équipe qui va être de toute façon amenée à contrer, à bien défendre. Aujourd'hui, c'est le lot, même si Clermont, sur leur match à domicile, aime bien avoir aussi la possession de balle. On l'a vu notamment contre Grenoble. Après, c'est le différentiel qu'il va y avoir entre Saint-Etienne et les autres équipes. Se méfier d'eux, sûrement, parce que c'est un club voilà, qui a bien débuté. Pour autant, après, je pense que la Saint-Etienne va se confronter à une équipe très costaud parce qu'ils ont un très bon gardien. Défensivement, ça a l'air très solide cette année. Après, offensivement, à voir comment ça va se finaliser. Je ne sais pas si Henri CV sera là parce il est sorti blessé à Laval. Ils peuvent être dangereux, notamment par Kader sur des coups de pied arrêtés. À voir comment ça se passe, mais je pense que c'est Saint-Etienne qui doit faire malgré tout la différence sur tous les matchs qu'ils ont à jouer. Ouais. Alors, on me glisse dans l'oreillette que Pelmar a été transféré aujourd'hui. D'accord. Voilà. Pour l'information. Oui, et tu disais que ils aimaient bien avoir la possession à domicile. Tu penses qu'ils vont essayer de la disputer à Saint-Etienne, la possession, ou que, C'est pas, vu que c'est Saint-Etienne pas- fait du 70% de possession sur tous ces matchs depuis le début de saison, ils vont adapter leur plan de jeu? Non, mais comme je disais, je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout Saint-Etienne qui va, en fonction du niveau de jeu qu'ils auront, c'est eux qui vont dicter les matchs partout où ils vont jouer. Après, il est vrai qu'il y a des joueurs qui vont rentrer de sélection, voir comment ils vont rentrer, la fatigue, comment ça va se passer. Après les trêves internationales, c'est pas non plus évident de remettre tout le monde en selle. Donc, à voir comment ça va évoluer. Maintenant, euh,
Je pense que Clermont va rester dans le même acabit qu'ils ont joué à Laval, en étant une équipe costaud, en essayant de procéder notamment en contre, avec Famara, je pense, devant, qui est un joueur d'appui et des joueurs de vitesse dans les couloirs, voire Kader qui tourne un peu autour. Voilà, c'est un peu. Moi, je vois un petit peu les choses comme ça. Après, je peux peut-être me tromper, mais aujourd'hui, si vous jouez Saint-Etienne avec autant de possession, et quand vous avez vu le match de Grenoble, vous pouvez vous dire que rester dans un système à 5 et en jouant les contres, ça peut vous permettre de faire un résultat. Ok. Mon cher Antoine, au niveau de la composition d'équipe alignée par Eric Orneland face à Clermont, on sait que Anan et Apia sont d'ores et déjà forfaits pour la rencontre. Dylan Nguessan peut postuler à une place dans le groupe. Il est de retour à l'entraînement collectif. On aura, comme le disait Laurent, le retour des internationaux avec des formes peut-être différentes. On sait qu'il y a le cas par exemple de Ben Holt qui, quand il part en sélection, il traverse toute la planète. Il y a toujours un côté un petit peu fatigant. Quel compo tu vois est-ce que tu le vois maintenir son équipe type sur le match face à Clermont? À part peut-être lancer Lucas Tassin à la place de Joshua Dufus, je pense qu'il va garder la même composition avec Corneland. L'équipe, elle est cohérente, elle fonctionne bien. Maxence Bernauer dans le couloir gauche, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment le profil idéal pour dépanner dans ces matchs-là. Pour le reste, oui, bah, Ben Hall, et puis on a senti, mine de rien, avec ces rumeurs de prêt, qu'il n'était pas forcément le plan numéro un d'Eric Corneland pour cette saison. À voir si il décide de nous lancer un Boaki en titulaire, peut-être à la place d'un David Ashvili. Mais voilà, globalement, l'équipe devrait être la même. J'imagine bien Stassin jouer titulaire à l'extérieur. Il avait déjà mis Stassin titulaire à l'extérieur à Boulogne. Il peut réitérer ça. Pour l'instant, peut-être qu'il se dit que Dufus à domicile à Geoffroy Guichard, avec la folie qu'il peut amener, ça peut faire du bien. Stassin qui est plus dans la maîtrise, qui est plus dans le placement, il peut faire du bien à l'extérieur. Et sinon, pour le reste, voilà, une petite hésitation entre David Ashvili et Boakier. Ok. Est-ce que ce serait pas le moment de faire des petits pronostics là pour ce Saint-Étienne-Clermont? Colin, est-ce que tu veux commencer à nous donner ton pronostic et allez-y dans le chat, n'hésitez pas à nous donner vos pronos et les buteurs stéphanois, bien sûr, s'il y en a. Eh ben écoute, pour commencer, un peu dur de pronostiquer ce match, hein. On le sait, ça va être une rencontre compliquée entre deux équipes, comme le présentait Laurent, qui pourraient mener une bataille à haute intensité. Alors, peut-être de retour de trêve internationale, pourquoi pas. Un match nul 1-1, je vois un match compliqué, but de Cardona, sans doute. Voilà, de mon côté. Ok. Laurent, un petit pronostic? Un petit pronostic, c'est pas malgré tout évident, même si aujourd'hui, je pense que moi je pense 1-0 pour Saint-Étienne. Je pense que ça va pas être un match facile pour Saint-Étienne. Après, ça dépendra qui c'est qui va jouer et comment les joueurs vont revenir de sélection. Voilà, mais ça sera ou 0-0 ou 1-0. Et alors, qui nous met le but de la victoire? J'aimerais bien quand même que Stassin lance sa saison. Allez. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression de le voir vraiment. On ne sait pas trop comment se situer par rapport à lui. Et c'est quand même un joueur important du club. Donc voilà, j'aimerais bien quand même que lui aussi. C'est toujours difficile. Moi, je l'ai vécu. Alors, en tant qu'entraîneur, quand en fait les joueurs pensent à partir, pas partir, savent pas trop comment se situer. Et vous commencez votre championnat réellement maintenant, quoi, juste après la trêve internationale. Et puis, on sait que pour un numéro 9, ouvrir son compteur rapidement, ça peut avoir un impact sur tout le reste de la saison. Donc, effectivement, on lui souhaite. Antoine, ton petit prono? Alors moi, je verrais plutôt une victoire 2-1 des Verts. Allez. Victoire 2-1. 2-0 pour les Verts, Clermont qui réduit le score en deuxième période avec un petit peu de stress en fin de match, mais la défense qui tient bon, avec un but de Stassin et un but de Cardona. Tassin et Cardona, moi j'y ai pas du tout réfléchi. Je vais dire. Allez, allez, soyons optimistes. Un petit 0-3, un petit 3-0 pour Saint-Étienne, avec pour faire plaisir à Lolo, une grosse mine de Tardieu à l'extérieur de la surface. Un but de Stassin pour lancer sa saison. Et puis pourquoi pas Michael Nadé qui vient placer une tête sur coup franc sur coup de pied arrêté comme il sait faire. Dans le chat, ça donne quoi, Colin?
Eh ben écoute, un match compliqué pour Pascal avec un 2-2 de pronostiqué, mais globalement beaucoup d'optimisme dans le chat. On voit des 3-0, des 2-1 de Dylan, voire même un 6-0 avec 6 buts de Stassin Ah ouais. selon Milou. Euh, un 4 aussi selon Franck avec un doublé de Stassin qui pourrait lancer sa saison comme disait Laurent. Cardona, Boisquier buteur. En tout cas, on comprend que les attentes sont élevées du côté de la Saint-Etienne. Bon, en tout cas, on espère continuer cette bonne série. Il est 22h, ça va être l'heure pour nous de nous laisser. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous pendant cette émission. C'était un plaisir de te recevoir. Merci Antoine également d'avoir été là, toujours un plaisir. Merci Colin. On se retrouve, Colin, pour l'avant-match sur YouTube, c'est ça, sur la chaîne Peuple Vert? C'est ça, de retour dans la semaine. On va analyser un petit peu la rencontre de ce week-end en détail. Et sachez que je dis pas ça juste pour la promotion de la chaîne. Je suis le premier auditeur de tes avant-matchs que j'aime beaucoup. C'est toujours un régal à écouter. Merci à toutes, merci à tous. Merci de nous avoir écoutés en podcast ou en direct. On se retrouve la semaine prochaine. Et merci encore, Laurent, de nous avoir accompagnés ce soir. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao.